énergie d'ionisation, on définit l'énergie de première ionisation ou bien potentiel de première ionisation comme étant l'énergie minimale qu'il faut fournir à un atome prise à l'état gazeux pour lui arracher un électron. X à l'état gazeux, lorsqu'on va arracher l'électron, il devient X plus un électron perdu. On peut aussi définir les énergies de deuxième et troisième ionisation qui correspondent respectivement à l'arrachement du deuxième et troisième électron d'un atome. Donc l'atome chargé positivement, X+, il devient X de plus un électron. C'est la deuxième énergie d'ionisation. X de plus, il va perdre un électron pour devenir X3+. On parle de troisième énergie d'ionisation. Les potentiels d'ionisation sont toujours positifs. Et c'est l'énergie reçue. L'unité de cette grandeur, électron-volt. L'évolution de cette grandeur dans le tableau périodique des éléments et de façon générale, lorsque Z augmente, l'énergie de première ionisation diminue le long d'une colonne et augmente le long d'une période. Pourtant, il y a toujours des anomalies qui se manifestent pour les sous-couches pleines ou à moitié remplies. Les énergies de première ionisation, dans ce cas, sont relativement élevées. Dans cette figure, on a l'énergie d'ionisation en fonction de Z. Pour la ligne où N égale à 2, où il y a lithium, beryllium, bore, carbone, l'azote, l'oxygène, au fur et à mesure que Z augmente, l'énergie d'ionisation augmente. Et bien sûr, il y a des cas exceptionnels qu'on remarque ici pour le beryllium et pour l'azote. L'azote, sa configuration externe est à moitié remplie. Beryllium, sa configuration externe est remplie. Donc leurs énergies d'ionisation sont supérieures. Aux atomes voisins. Pour N égale à 3, où il y a sodium, l'aluminium, silice, phosphore, le chlore sont ici. L'énergie d'ionisation, elle augmente avec Z, ça se voit bien. Mais il y a des exceptions à ce niveau de Mg, car sa configuration électronique est remplie, et donc son énergie est élevée par rapport aux atomes voisins. Les gaz rares ont des énergies d'ionisation les plus élevées, ce qui traduit la difficulté d'arracher un électron à ces atomes qui possèdent une couche de valence saturée, NS2, NP6. Par contre, les alcalins ont des énergies de première ionisation les plus basses, ce qui s'accorde avec leur comportement extrêmement réactif. Sur cette courbe, l'énergie d'ionisation en fonction de Z. Pour les gaz rares qui possèdent une couche de valence saturée,
Ceci veut dire, en termes d'énergie, arracher l'électron est tellement difficile. Pour les alcalins, lithium, sodium, calcium, etc., ont une configuration électronique de valence NS1. Ces éléments perdent facilement un électron. En termes d'énergie, on a besoin juste d'une toute petite quantité d'énergie pour arracher l'électron. Et donc la facilité d'arracher l'électron dans les alcalins et la difficulté d'arracher l'électron dans le cas des gaz rares, derrière cette grande différence d'énergie d'ionisation établie entre les deux colonnes. Pour résumer l'énergie d'ionisation au potentiel d'ionisation, le long d'une colonne, du bas au haut, l'énergie d'ionisation augmente. Pour le calcium, l'interaction entre le noyau et les électrons de valence est faible. Donc l'arrachement d'électrons est facile. Par rapport au lithium, l'interaction entre le noyau et les électrons de valence sont importantes, ce qui va rendre l'arrachement d'un électron difficile. Le long d'une ligne, on a dit que le long d'une ligne, Z augmente. Et donc, le nombre de protons augmente, neutrons augmente et aussi le nombre d'électrons augmente. Dans le cas de l'oxygène, l'attraction entre le noyau et les électrons de valence sont très importantes. Donc, arracher l'électron devient difficile et l'énergie d'ionisation, dans le cas de l'oxygène, est très importante par rapport à celle, par exemple, de lithium. Dans le cas de lithium, il y a 3 électrons. L'attraction entre le noyau et les électrons est faible. Donc, arracher l'électron est facile. L'énergie d'ionisation est faible par rapport à celle de l'oxygène. La variation de l'énergie de première ionisation en fonction de Z dans le tableau périodique des éléments, malheureusement, ne respecte pas la règle mise en jeu. Dans le cas de beryllium, sa sous-couche est remplie, donc il est plus stable. L'azote, sa sous-couche à moitié remplie, plus stable. Le phosphore, sa sous-couche à moitié remplie, il est plus stable. Et Mg, sa sous-couche est remplie, donc il est plus stable. Sur la courbe, l'énergie d'ionisation en fonction de Z, on va constater un saut. Et donc, comme je viens de dire, c'est à cause de la particularité de la couche de valence externe. Le cas par exemple de la série lithium, beryllium, le bore, le chlore, l'azote, etc. Lithium a 3 électrons. Donc sa configuration électronique He2S1. Il va perdre facilement l'électron. Donc son énergie d'ionisation est faible. Il va se situer en bas, ici. Le beryllium a 2S, comme couche de valence. Donc il est saturé. Le bore a comme configuration électronique externe 2S2, 2P1, un électron célibataire.
Donc, d'un point de vue énergétique, le beryllium ne va pas perdre facilement un électron. Par contre, le bore, oui. Ce qui explique cette anomalie. Le beryllium possède une énergie d'ionisation plus élevée que celle du bore. De la même manière pour l'azote. On a ici le carbone, 2s2, 2p, 2 électrons. Il va perdre l'électron facilement. Par contre, l'azote, sa configuration électronique externe, 2s2, 2p3, 3 électrons qui vont être répartis sur les 3 cases quantiques de la sous-couche P et qui vont être en parallèle. Et pour l'oxygène, il a 2s, 2p4. Donc l'azote à moitié rempli. En termes énergétiques, il est plus stable que l'oxygène, ce qui explique le saut remarqué sur la courbe énergie d'ionisation en fonction de Z. Donc l'azote possède une énergie d'ionisation plus élevée que celle de l'oxygène. Et c'est de la même manière qu'on peut expliquer pourquoi Mg se situe en haut par rapport à l'aluminium en termes d'énergie. L'affinité électronique est l'énergie mise en jeu lorsque un atome à l'état gazeux neutre capte un électron. Cette grandeur traduit l'aptitude d'un atome à pouvoir capter un électron supplémentaire. Plus X- est stable, plus l'affinité électronique est élevée en valeur absolue. Cette grandeur, malheureusement, est difficilement mesurable et n'est pas connue pour tous les éléments. D'une manière générale, et ce qu'il faut retenir, c'est que le long d'une période, dans une ligne, dans le tableau périodique des éléments, l'affinité électronique a tendance à augmenter lorsque Z augmente. Par contre, le long d'une colonne, malheureusement, c'est moins évident. Voici un exemple. Je vais prendre deux atomes, l'oxygène et le fluor. Ces deux atomes appartiennent à la même période. Donc pour l'oxygène, sa configuration électronique externe de valence, 2s, 2 électrons, 2p, 2 électrons, 4 électrons. Donc si l'oxygène gagne un électron, sa configuration devient 2p, 2, 4, 5 électrons. Pour le fluor, a 2p, 5 électrons. S'il gagne un électron, s'il arrache un électron, sa configuration devient 2p, 6 électrons. Donc, grâce à cet électron arraché, F- possède une sous-couche saturée. Par contre, au moins, une sous-couche partiellement remplie. Ceci veut dire, en termes d'énergie, l'affinité électronique du fluor est plus élevée que celle de l'oxygène. L'électronégativité est une grandeur physique qui traduit l'aptitude ou tendance des atomes à conserver leurs électrons et en acquérir d'autres. Cette grandeur est définie pour un atome X engagé dans une liaison avec un autre atome Y. Il existe plusieurs échelles d'électronégativité, dont celle de Pauling et de Mulliken. La variation d'électronégativité dans le tableau périodique des éléments, le long d'une période, l'électronégativité augmente lorsque Z augmente. Et le long d'une colonne, l'électronégativité augmente lorsque Z
diminue. L'échelle de Pauling est une échelle d'électronégativité largement utilisée. Le cas par exemple le fluor, d'après l'échelle de Pauling, égale à 4. Sodium, d'après cette échelle, égale 0,9. Autrement dit, l'électronégativité d'un atome caractérise la capacité d'un atome à attirer les électrons lors de la formation d'une liaison chimique avec un autre atome, l'exemple de HCl. Le chlore, atome très électronégatif. Sa valeur, d'après l'échelle de Pauling, 3. Et l'hydrogène, atome peu électronégatif. Sa valeur, 2,1. Donc pour établir une liaison entre l'hydrogène et le chlore va attirer vers lui l'électron de l'hydrogène pour donner naissance à une liaison chimique qui va s'établir entre les deux atomes.